Bonjour petits et connecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo annuelle autour de la Saint-Valentin, aka la Saint qui ne sert à rien. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une particularité, c'est-à-dire qu'on a fait les couples que j'ai aimés et que je n'ai pas aimés dans la littérature. On a fait la friendzone l'année dernière. Grand moment de tristesse pour tous ces personnages qui ont été friendzonés de 1000 façons différentes. Par des proches, par le triangle amoureux, voilà, on a une pensée pour Jacob, voilà, pensons à lui. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau stade dans l'amour, l'infidélité, et notamment, nous allons parler des cocus de la littérature. Vous présenter ces personnages en souffrance, pour la plupart, je vais simplement vous rappeler que si vous ne savez pas quoi faire en ce week-end de Saint-Valentin qui approche, eh ben, vous pouvez toujours passer à Trébassy. Alors, ce n'est pas une demande de rendez-vous de ma part, mais sachez que je serai à Arras, dans le Beffroi, pour les dédicaces des 3 Nornes. Il y a pas mal d'éditeurs différents auxquels vous pouvez rendre visite, voilà, avec des artisans et tout ça, c'est super chouette si vous êtes du nord de la France. Et ensuite, le mois d'après, il y a Bruxelles avec la Médinasia, Bondu à côté de Lille, Aix-en-Provence, et il y aura au mois d'avril Angers, Trolls et légendes et Paris. Voilà, donc c'est un petit peu toutes les dates que je vous jette comme ceci en pâture. Allons tout de suite torturer ces pauvres airs qui n'ont rien demandé. Et surtout, ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir en littérature le nombre de cocus qu'il y a, mais un nombre à croire que c'est pendant une période, notamment dans les classiques, il fallait un personnage cocu. Le mariage était quand même fait assez jeune et que malheureusement on pouvait pas divorcer si on voulait tremper son biscuit autre part, donc on était obligé de passer par la tromperie, qui coûtait cher, voilà, parce que ça pouvait être pénal, notamment pour les femmes, on pouvait aller en prison à cause de ça. Un plaisir. Et on va commencer avec, je pense, un classique, le classique de chez Classique. L'œuvre que je déteste le plus au monde, ma némésis. Ma némésis, j'aurais pu en citer, mais un nombre. Le Rouge et le Noir, Les Liaisons Dangereuses. Alors, la Princesse de Clèves, c'est un peu différent parce que l'autre, le duc de Nemours, là, il essaye de la séduire pendant tout le roman. Elle est amoureuse de lui, mais il trempe jamais son biscuit. Et bon, pour ceux qui vous savez comment ça finit, elle garde sa pureté jusqu'à la fin. Mais on a un autre personnage de la littérature emblématique, que dis-je, détestable, Madame Bovary, mœurs de province. Voilà, normalement c'est le vrai nom, mais on dit tous Madame Bovary parce que mœurs de province, ça donne une image de la Provence, quand tu vois ça, ça fait peur. Madame Bovary, c'est l'histoire de la jeune Emma Bovary, fille d'un grand fermier qui a beaucoup de thunes, et elle vit dans un couvent. Voilà, pendant toutes les jeunes filles de son âge, elle est envoyée en couvent, et elle se fait un peu chier là-bas, donc elle lit des romans d'amour. Quelle erreur Emma, parce qu'elle va se faire une image de l'Édouard Cullen qui vient la chercher, voilà, et sur son cheval blanc, et tous les deux vont partir pour une vie immortelle où ils vont s'aimer jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, donc et Emma, elle a une vision des hommes qui est quand même très biaisée, voilà, parce qu'elle en a pas vu beaucoup dans sa vie, et tous les hommes sont des princes charmants. Elle va épouser le cher Charles Bovary, petit, alors il est pharmacien, mais à l'époque on disait pas pharmacien, mais en clair il a une petite officine à la campagne, à Ry, voilà, ils habitaient à Ry en Normandie, très joli village de Normandie à côté de Rouen, je connais bien, j'ai vécu par là une grande partie de ma vie, donc Emma Bovary est dans mes traces. Voilà, et Emma, elle se rend compte que Charles, il est sympathique, c'est un homme bon, c'est-à-dire qu'il lui amène une stabilité financière, il la frappe pas, il est amoureux d'elle, mon Dieu, mais elle se fait chier, Emma, elle se fait chier, et elle va lui rendre, c'est-à-dire qu'elle va même faire un enfant avec Charles. Son enfant va pas la rendre beaucoup plus heureuse, hein. C'est l'histoire d'une nana qui a été mariée à un mec dont elle s'est fait toute une image de l'amour, et en fait elle est un peu déçue du packaging après. Emma, elle rêve du luxe, elle rêve des soirées, des belles robes, et elle a beaucoup de prétendants parce qu'elle est pas moche, Emma, et puis de toute manière à la campagne, a priori il n'y a pas d'autres filles jolies qu'Emma Bovary, donc tout le monde lui tourne autour, et elle va succomber, notamment je crois qu'il s'appelle Léon, je sais plus, oui je crois qu'il s'appelle Léon, à un de ses prétendants dans une fameuse scène que vous avez sûrement étudiée à l'école, la foire aux bestiaux. Quel meilleur endroit pour draguer voilà, qu'une belle foire aux bestiaux entre deux taureaux de compétition, un plaisir. Et donc Emma Bovary, ça se finit mal, c'est-à-dire qu'avec l'amant, ils vont dépenser de l'argent, la grande vie, machin, sauf qu'ils vont se retrouver avec des dettes parce qu'ils ont contracté un peu partout, hein. Elle allait pas dépenser, elle a dépensé déjà beaucoup de sous de son mari, mais à un moment il faut bien trouver autre part.
Et bah, elle a tellement peur que son mari s'en rend compte qu'elle met fin à ses jours et son mari meurt de chagrin. Et donc Berthe, l'enfant qu'ils ont ensemble, bah, a rien demandé et va se retrouver éloigné de cette famille. Voilà. Donc Emma Bovary, c'est pas la joie. Alors je sais qu'Emma Bovary, alors en littérature, les gens disent oh, mais Emma, voilà, c'est un personnage tellement complexe et puis faut la plaindre et tout, voilà, parce qu'elle a pas trouvé l'amour. Mais Emma, discutons. À l'époque où tu vivais, trouver un mec qui n'était pas alcoolique, qui ne te frappait pas, qui t'aimait, qui pouvait te entretenir, c'était déjà bien. Je veux dire, le mariage d'amour, ça n'existait pas vraiment. Je veux dire, voilà, surtout dans ta condition sociale, c'était compliqué. Donc Emma a rêvé à ce qu'elle ne pouvait pas avoir et quand elle l'a eu, elle s'est rendue compte que c'est pas forcément ce qu'elle voulait parce que l'autre Léon, là, le bad boy qui essaie de lui faire dépenser de l'argent, bah voilà, ça finit comme ça où tout le monde meurt à la fin. C'est super. Donc j'avais envie de parler de ce cher Charles Bovary qui a rien demandé, je l'appelle Charles mais à tous les coups c'est même pas son petit nom, mais qui a rien demandé et donc qui est un cocu, c'est le cocu de l'année, c'est le cocu de la littérature. Vous pensez cocu de la littérature, vous pensez Charles Bovary, voilà, tout de suite, direct. Donc tristesse, voilà, une petite pensée pour Charles. Et là je vous ai parlé d'un roman, là je vais vous parler d'une série de romans, c'est-à-dire que toute la saga, j'ai l'impression il y a des cocus partout et des infidèles partout. À mon sens c'est vraiment la saga de qui a trompé qui avec qui, c'est pire que les feux de l'amour. Je parle de la légende arthurienne. Arthur a sorti sa petite épée de son petit rocher, devenu roi de Camelot, la table ronde et tout ça. Plein de personnages au-delà d'Arthur, hein, c'est vraiment très large là, tout ça. Mais bah, le roi Arthur, qui est le plus grand cocu de Grande-Bretagne, bah, c'est Arthur, parce que bon, sa femme Guenièvre, elle aime bien Lancelot, elle l'aime même beaucoup. Lancelot et tous les deux, bah, ils vont c'est quand même le truc, ils vont consommer. Et du moment qu'ils vont être ensemble, bah, c'est un peu la chute de Camelot, voilà. Donc c'est pas réjouissant, mais au-delà de ça, c'est qu'Arthur lui-même, selon certaines légendes, tromperait Guenièvre, mais avec sa propre sœur. Donc à un moment, tu es en mode ah, Morgane, c'est compliqué. Et au-delà de ça, il y a des légendes qui sont vraiment basées sur on va tromper un personnage au sens propre mais aussi au sens figuré. Tristan et Iseux, bah, Iseux, elle doit quand même épouser, alors c'est le prince Marc, je sais plus quel prince inconnu, et Tristan, à la base, il doit un peu l'accompagner, et bah, ils tombent amoureux, du moins, ils prennent un filtre, ils tombent amoureux, alors c'est pas notre faute, on a glissé, chef, voilà, on est tombé sur une potion qui nous a rendus fous amoureux, mais c'est quand même l'histoire du mec qui devait conduire la mariée au mari, et qui, bah, va tremper son biscuit avec la mariée avant, quoi. C'est un peu triste. Bon, c'est une tragédie, Tristan et Iseux, c'est quand même une très belle histoire, je résume quand même beaucoup, voilà, mais c'est triste, voilà, mais la légende, de toute façon les légendes en soi sont souvent remplies d'adultère, mais c'est vrai que la légende arthurienne, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose. Ensuite, bah là je vous ai présenté, comme je vous dis, les classiques, on aurait pu vous en parler énormément, j'ai choisi plusieurs profils à vous présenter. Là on va parler de celui qui est le moins drôle, parce que c'est en soi un cocu, même si c'est pas voulu, et ça rime, c'est ça qui est encore pire. Je vous parle du chien du forgeron de Camille le boulanger. Alors en imaginaire, il y a un nombre de cocus par roman, c'est exceptionnel. En même temps, t'as soit la figure du roi à la George R.R. Martin, donc notre bon vieux Robert qui trompe Cersei avec tout ce qui bouge, voilà, même dans le propre lit conjugal. Cersei qui est avec son frère alors que elle est mariée au roi. Bref, dans Game of Thrones, on peut même pas faire la liste des gens qui sont cocus, il y en a trop. En imaginaire, c'est quand même assez répandu, souvent avec la figure des hommes qui ont des maîtresses, parce que voilà, c'est bien vu. Souvent les maîtresses parfois sont des espionnes ou leur font à l'envers, donc ça fait plaisir. Et les femmes sont vues comme des femmes si elles font le cocufiage, elles sont vues comme des traîtresses, des manipulatrices, des méchantes, voilà, elles sont vilaines, voilà, il faut les brûler. Donc dans le chien du forgeron, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors le chien du forgeron, ça a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. On suit l'histoire d'une légende, en fait c'est une légende un petit peu, où c'est un grand guerrier celte et tout, et on va suivre le garçon qui s'appelle le chien de sa naissance jusqu'à l'âge adulte et toutes ses épopées, mais on va suivre aussi la création du chien, parce que avant le chien, il y a eu une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire que la mère du chien a été vendue, vraiment, elle a épousé de force un homme beaucoup plus vieux qu'elle, pas du tout séduisant le mec, hein, pas du tout séduisant. Je sais plus, mais dans le texte, je vraiment, il me semble qu'il est un peu rebutant, voilà, sur la façon dont c'est décrit. Et elle est très jeune, hein, et voilà, vraiment, elle est super jeune, et donc elle va faire plein de stratagèmes pour que son mari ne la mette pas dans son lit. Voilà, elle va trouver plein de stratagèmes pour vraiment éviter ça. Et un jour, en fait, il y a une créature, une sorte de dieu qui est un peu apparenté
porter la figure du chien qui va enlever la belle et qui va l'agresser, glace, mais bon, et ils ont le chien, voilà, cette espèce d'enfant sauvage qui est hyper agressif, qui veut se battre avec tout le monde, qui tient un peu ça de son père, femme qui se montre infidèle mais qui l'a pas voulu, et ça c'était important pour moi de le mettre aussi parce que l'infidélité c'est hyper large comme terme. Pour moi c'est pas de l'infidélité quand il y a pas consentement, mais pour certaines cultures ça l'est, tu vois. Donc voilà, le roi je sais plus quoi, il est cocu, tant mieux pour lui parce que c'était un con, mais la jeune femme en a vraiment souffert et elle l'a pas voulu, et vu ce que ça a donné comme personnage, hein, parce que le chien du forgeron c'est un sacré personnage, hein, c'est un personnage auquel je ne pense qu'aucun de vous s'attachera, voilà, parce que c'est vraiment une personne ignoble, mais le roman est très très bon et très bien fait, donc je vous conseille, voilà, c'était super, c'est un one shot, mais on est sur l'histoire un peu triste d'un cocu qui considère sa femme comme l'ayant trompé alors que elle ne l'a pas fait volontairement, voilà, c'est quelque chose qu'elle n'a pas demandé. Voilà, parenthèse fermée, nous allons parler ensuite d'un personnage historique, donc avec une figure un petit peu humoristique ici, avec un auteur qui nous a quittés mais qui était connu pour ça. Je parle du Montespan, donc de Jean Telet. Cette édition est illustrée en plus, qui est assez sympa. Montespan, alors ceux qui se souviennent, Louis XIV avait beaucoup de maîtresses et il a notamment eu Madame de Montespan. Et on suit cette période-ci où Monsieur de Montespan est amoureux de sa femme, voilà, tant mieux pour lui, mais ça le fait chier un peu que Louis XIV tourne autour d'elle, et tout le monde le félicite à la cour en disant « Mais c'est super, ta femme va être la favorite du roi, non mais tu te rends pas compte, tu devrais se sentir tellement bien et tellement encensé par le fait que Louis XIV ose aimer ta femme, il la trouve à son goût, en plus tu vas être, en général tu vas avoir des biens contre ça, je veux dire, Louis XIV il filait quelques billets, tu vois, je veux dire, pour dire au mari, bon voilà, tu me laisses un peu tranquille avec ta femme, tu vois. Et lui, il le vit très mal, donc il va essayer de tout faire pour que ça ne se fasse pas, donc dans des situations toujours plus drôles les unes que les autres, mais le Montespan, c'est un sacré cocu qui veut pas se laisser faire, qui est au courant que sa femme le trompe, mais avec le personnage le plus important du royaume et surtout son supérieur, voilà, au sens supérieur hiérarchique, mais surtout supérieur même au niveau religieux. Donc c'est toute l'image de qu'est-ce qu'un cocu va faire quand il peut pas faire grand chose et que sa femme a l'air de plutôt apprécier Louis XIV en plus. J'avais envie d'en parler parce que c'est aussi une réalité de l'époque, je veux dire, il faut se mettre aussi dans le contexte que ces gens-là se mariaient assez jeune, donc souvent il n'y avait pas de mariage d'amour, mais là c'est vrai que c'est quand même hallucinant, des scènes où les maris sont contents que leur femme les trompe pour avoir des relations avec le roi soleil, et ça fait partie d'une réalité. Le livre est assez drôle, par contre il y a énormément de fesses, et je l'ai lu assez jeune, hein, je l'ai lu quand j'avais 18 ans je crois, j'ai lu quand j'étais en fac de droit, j'ai encore le souvenir, et ça m'avait marqué que c'était aussi olé, hein. L'humour est sympa, mais le côté un peu beauf et très sexuel peut gêner. Moi, ça m'avait un petit peu gêné dans le texte, mais c'est une belle image de notre cocu de l'histoire. Et enfin, là, j'avais envie de parler de la déesse la plus cocu du monde. À un moment, il faut en parler. Je veux dire, quand tu penses cocu ou infidélité, tu es obligé de penser à un personnage de la mythologie, forcément. Je parle de notre cher bon Zeus. Comment ne pas parler de Zeus? Alors Zeus, dans ce texte de Maurice Druon, qui est l'auteur notamment des Rois Maudits qui a inspiré George R. R. Martin, c'est un texte qui parle un peu de la guerre des deux roses en Angleterre. On va suivre le point de vue de Zeus sur sa propre vie, sur sa mythologie, donc de sa naissance jusqu'à ses grands actes. Zeus, c'est un personnage. Zeus, il a trempé son biscuit dans un nombre de personnes que je ne citerai même plus, tellement il y en a, hein, et de façon pas toujours consentie, hein, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en pluie d'or, en cygne, en taureau, voilà, il y a des trucs quand même très très glauques, mais avec un nombre de nymphes, avec un nombre de princesses humaines, voilà. Mais Zeus, c'est l'histoire, surtout, j'ai l'impression, de la mythologie grecque, d'un infidèle. Mais il y a quelqu'un derrière, c'est la pauvre Héra, et Héra, souvent dans la mythologie, est décrite comme l'espèce de folle furieuse qui va faire chier Hercule, parce que bon, Hercule, fils de Zeus, parce que Zeus l'a trompé, voilà. Peint Héra comme un personnage horrible parce qu'elle fait chier tous les demi-dieux, les descendants de Zeus, mais en même temps, faut la comprendre, la pauvre, ton mari te trompe avec toute
la population entière. Et en plus il t'a trompé même avec des déesses de l'Olympe. Je veux dire, Perséphone dans pas mal de légendes, c'est la fille de Zeus, voilà. Ce qui rend leur Olympus très glauque. Mais il y a des réinterprétations, heureusement. Mais Zeus, il est partout et ça devient assez, c'est même drôle hein, des fois. Si vous êtes intéressé un peu par ces questions humoristiques et gréco-romains, je vous conseille 50 nuances de grec qui est assez drôle là-dessus. La pauvre Héra, j'avais une pensée pour elle parce que même dans les réécritures maintenant, ils continuent de faire des réécritures où Héra est vue comme la méchante, tu vois. Et ça j'ai un peu de mal parce que tu vois le sexisme derrière ça. Héra c'est juste une femme qui est cocu en fait et en plus ça se voit, genre, les enfants de ces infidélités sont des héros, parfois ils sont même des problèmes de société. Héra, pour moi, la cocu des dieux, et Zeus est l'infidèle au sens propre. Voilà, c'est vraiment pour moi l'image de ça. Donc il fallait forcément que j'en parle. Dans cette Saint-Valentin, parler de cher Zeus, voilà, qui vraiment a un nombre de conquêtes, je ne sais même pas si on peut les recenser. Sur ce, j'en ai terminé avec les petits cocus de l'année. N'hésitez pas vous à me faire la liste des cocus que vous avez envie de citer en commentaire, des infidèles, voilà, de la littérature qui vous plaît sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de choix. J'en ai oublié tellement que je pourrais refaire même une vidéo. Sur ce, je souhaite une très bonne Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent et qui apprécient cette fête. Pour ceux qui ne la fêtent pas, passez une bonne journée. Voilà, on passe une bonne journée. Pour les célibataires qui ne souhaitent pas l'être, je suis tout courage avec vous. Voilà, on espère que l'année prochaine ça ira mieux. Et pour les célibataires qui sont très heureux de l'être, on est ensemble les gars.